Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo sur House of the Dragon, avec l'épisode 9 de seulement 50 minutes et intitulé Conseil des Verts. En effet, dans cet épisode et ce pour la première fois, on se concentre exclusivement sur le camp des Verts, à savoir la famille Hightower et leurs alliés. Le clan des Noirs, lui, n'est pas présent dans cet épisode si ce n'est pour Rhaenys qui nous offre un grand final pour cet avant-dernier épisode de la saison. Donc un épisode sans Rhaenyra, Daemon ou leurs enfants, qui eux seront donc au centre du prochain épisode, le final de la saison. Si vous saviez à quel point j'ai hâte. Cet épisode se concentre sur les événements faisant directement suite au décès du roi Viserys à la fin du précédent. Alicent et Otto tentent de contrôler l'information le temps de pouvoir couronner leur héritier. Mais les Hightower ont tous deux envie de gérer cela de manière bien différente et une course va se jouer pour celui qui sera le premier à murmurer à l'oreille du roi. De plus, l'allégeance des seigneurs sera exigée et la bête tapie dans l'ombre annoncée par Helaena se montre de plus en plus dans la lumière. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo pour aider YouTube à faire son boulot. Comme toujours, si vous n'êtes pas à jour sur la série, attention car ça va spoiler. L'épisode commence dans le calme du Donjon Rouge, à l'aube, alors que seuls quelques servants sont déjà debout. On y suit un jeune garçon qui nous fait visiter par là même les coulisses du château, jusqu'à rejoindre la dame de compagnie de la reine, Thalia, et rappelez-vous qu'elle est également au service de Mysaria. Celle-ci va alors prévenir la reine de la mauvaise nouvelle et prévient par là même, et ce sans quitter le château, sa maîtresse à l'extérieur des murs du donjon. Ce qui prouve bien que la nouvelle maîtresse des chuchoteurs avait prévu une pareille éventualité. Toutefois, la reine est réellement triste de cette nouvelle, bien qu'elle ne puisse pas éprouver son deuil, devant d'abord mettre les choses en ordre. Elle va donc immédiatement en parler avec son père et lui répète ce qu'elle croit avoir entendu de la bouche du roi dans ces derniers instants, qu'il souhaitait faire de son fils Aegon son héritier, ce qui arrange plutôt bien Otto car sa fille se range finalement à son point de vue. Alicent, qui était prête à faire un effort pour accepter Rhaenyra et les volontés de son époux dans l'épisode précédent, a complètement reviré de bord après les mots qu'elle a entendus et qu'elle a compris de travers. Il convoque donc le conseil restreint pour lui annoncer le décès de Viserys le Paisible, et ensuite prendre les mesures quant à la succession. La plupart des membres du conseil n'attendaient que cette nouvelle pour mettre leur plan d'usurpation en marche. En effet, les membres du conseil du roi, à l'exception de la reine et du lord de Bisbury, avaient déjà prévu de longue date de faire monter Aegon sur le trône. Donc les derniers mots du roi ne font que les déculpabiliser et confirmer qu'ils avaient raison. Bisbury, qui apparemment était un très bon ami du roi, refuse de les croire concernant ces derniers mots et refuse d'y prendre part. Puis Criston tente de le faire taire, et ce définitivement. Il lui éclate littéralement le crâne sur sa boule de marbre sur la table. Encore un grand moment de gloire pour Sir Criston. La décision est finalement prise de verrouiller le château et Otto souhaite faire tuer Rhaenyra et sa famille pour éviter tout désagrément. Ce à quoi la reine s'oppose, toujours fidèle à son époux et ses volontés. Le roi aimait sa fille, donc il est impensable pour Alicent de la faire tuer. Puis Otto ordonne au Lord Commandant de partir pour Pendragon afin de régler tout cela une bonne fois pour toutes. Mais celui-ci refuse après avoir tenté de retirer sa cape blanche à Criston pour son acte. En effet, il est un chevalier avec de l'honneur, pas comme un certain Criston Cole, et il n'obéit qu'au roi légitime. Il retire donc sa propre cape et quitte la garde royale. Otto et sa fille doivent donc trouver le prince Aegon qui est absent de ses appartements et du palais. Ce dernier est parti assouvir ses bas désirs à Port-Réal. Alors que la reine va annoncer le décès du roi à sa fille Helaena, celle-ci ne la laisse pas finir et parle encore de la bête tapie dans l'ombre qui semble beaucoup l'inquiéter. La main du roi charge donc les jumeaux Eric et Arik de retrouver le prince tout en restant très discrets. Ainsi, une course à celui de la reine ou de la main qui pourra trouver le futur roi en premier pour l'influencer quant au devenir de Rhaenyra et sa famille commence alors. Et donc la reine va en faire de même et charger Criston de la même mission. Et Aemond décide de l'accompagner pensant bien connaître les habitudes de son frère. Mais on va très vite se rendre compte que même sa famille ne le connaît pas vraiment. Les gentilles maisons de plaisir de la rue de la Soie ne sont plus son terrain de jeu. Aujourd'hui, ses désirs et loisirs sont bien plus sombres et bien plus dérangeants pour les hommes qui le recherchent. Il assiste notamment à des combats d'enfants et autres horreurs, et pire que tout, un de ces bâtards est également dans la fosse de combat. De vrais monstres qui transforment des enfants en bêtes sauvages, pratique que Mysaria semble grandement réprouver aussi. Dans le château, alors qu'Otto exige la fidélité des seigneurs présents, ceux qui refusent sont emprisonnés, et celui qui avait déjà montré son soutien à la princesse lors de son accouchement ou de son retour à Port-Réal va ployer le genou devant la main, pour mieux tenter plus tard de quitter calmement le château pour prévenir la princesse. Et lui finit carrément pendu et laissé à la vue de tous comme avertissement. Puis, alors que Sir Arik est scandalisé par les pratiques du prince et par le fait que son frère l'accepte, une servante obéissant à Mysaria vient les chercher et leur parler d'un possible marché avec le ver blanc pour retrouver le prince. De son côté, la reine assiste à la préparation du corps du roi pour ses funérailles. Ici, c'est très intéressant de revoir les Sœurs du Silence dans leur travail avec les morts, ainsi que la tristesse véritable d'Alicent qui vient de perdre son mari. Puis la reine va voir Rhaenys qui avait été emprisonnée dans ses quartiers depuis la mort du roi. Elle lui parle de la dernière volonté du roi et demande à Rhaenys son soutien. En privé, elle va même dire les choses telles qu'elles sont, sans faux semblant, parlant de la mort de sa fille et de la légitimité des enfants de Rhaenyra. Elle ira même jusqu'à dire qu'elle aurait dû monter sur le trône, disant à demi-mot que Viserys, lui, se serait contenté de chasser et de jouer avec ses maquettes.
car il n'était vraiment pas fait pour être roi. Et elle va également jusqu'à promettre Lamarck à Rhaenys et ses petites filles. Ce à quoi Rhaenys répond par une belle tirade, lui disant qu'elle, Alicent, ne recherche pas la paix, mais qu'elle est toutefois très avisée, et que sa véritable ambition serait de monter sur le trône de fer. J'ai également beaucoup aimé ce qu'elle dit concernant sa volonté de percer une lucarne dans sa prison. Car c'est vrai, Alicent a été la prisonnière des hommes de sa vie, devant se plier à leur volonté depuis sa plus tendre enfance. Mysaria donc, le ver blanc, ce titre fait vraiment penser au nom des Immaculés, comme ver gris ou rat blanc. Rencontre Otto en secret et échange la localisation d'Aegon contre un gros sac d'or, et la promesse de mettre fin aux pratiques barbares qui touchent les enfants de Cupucier, à savoir justement les combats que l'on vient de voir. La course au prince se termine donc dans le septuaire où il dort sous un autel. Comment s'est-il retrouvé là-dessous? Telle est la question. Alors que les jumeaux le retrouvent, celui-ci tente de fuir, et c'est là que l'on voit que les frères ne sont vraiment pas au diapason concernant leur fidélité à la main du roi. Alors qu'Eric ramène le prince à son grand-père, Criston et Aemond l'interceptent. Criston va affronter Eric, et son frère jumeau, déjà en retrait, ne voulant pas vraiment faire d'Aegon le prochain roi, ne va pas intervenir et va partir plutôt que d'aider son frère qui perd son duel. Aegon est donc emmené à sa mère par Aemond et Criston. D'ailleurs, la confrontation entre les deux fils du roi nous montre bien que les rôles sont mal répartis. Aemond, calme, réfléchi, instruit et noble, se sait digne d'hériter de la couronne, alors que son frère, lui, n'en veut pas, car il se sait indigne. Enfin, un bon point pour Aegon, qui se voit tel qu'il est. Mais tout ceci va vite changer quand sa mère va lui parler des soi-disant volontés de son père le roi, et qu'elle lui offre la dague en acier valyrien. Et on voit notamment que ce petit homme sans noblesse ne cherche que de l'amour. Bichette, il se sent mal aimé par sa famille. En même temps, à chaque fois qu'on l'a vu, c'était pour faire le petit con, donc c'est trop tard pour pleurer. Mais justement, on s'aperçoit plus tard que son titre de roi va devenir la source de l'amour du peuple. Et donc il se sentira enfin aimé, bien que ce soit par un peuple qui ne le connaît pas, et ainsi lui qui n'en voulait pas risque de beaucoup s'attacher à son titre de seigneur des 7 royaumes. Otto et Alicent se retrouvent ensuite pour débriefer de leur chasse au trésor, et Otto, déçu, félicite ironiquement sa fille, et l'avertit que sa décision d'épargner Rhaenyra est absurde et dangereuse. Lors de cette conversation, on a même l'impression qu'Otto voudrait qu'elle le remercie de l'avoir poussé à l'âge de 15 ans dans le lit d'un roi vieillissant. Encore une preuve qu'Alicent a toujours vécu dans sa prison bâtie par des hommes et qu'elle n'est pas prête de s'en libérer. Puis ensuite on a droit à un grand retour pour Larys Fort. Lui qui avait déjà dénoncé le seigneur fuyard à la main un peu plus tôt, ici il se présente à la reine dans ses appartements pour lui faire son rapport sur les espions du ver blanc au sein du palais. Il lui parle notamment de sa servante Thalia qu'on a vu emprisonnée avec les autres serviteurs plus tôt également. Et Larys rôdait auprès des cellules, comme on l'a déjà vu faire. A-t-il fait changer Thalia de camp? Peu probable, mais il lui a probablement tiré les vers du nez, et pire encore. Avant qu'il ne commence à faire son rapport, la reine ôte ses chaussures. Jusque-là, rien de bien grave, même si c'est déjà l'équivalent d'un striptease dans une société de type médiéval. Mais ils sont proches, on l'a déjà vu manger avant elle dans ses appartements, donc peut-être qu'elle a seulement mal aux pieds après sa dure journée. Lord Varys parle alors des espions de Mysaria présents au palais et la compare à une araignée qui tisse ses toiles. On retrouve ici le surnom de Varys, l'araignée, qui désigne son homologue du passé. Et Larys va donc tout naturellement accepter de régler le problème pour la reine. Par le feu évidemment, car cela semble être devenu sa signature, de brûler les gens dans leur sommeil. Même si je ne pense pas qu'il ait réussi à tuer Mysaria dans cet incendie, elle qui a encore trop de choses à nous révéler sur les secrets de la cour. Mais le pire dans cette séquence entre la reine du respect et de la vertu et son fidèle boiteux Larys, c'est qu'au fur et à mesure qu'il parle et que ses yeux lorgnent clairement sur les jambes de la reine, celle-ci ôte ses chaussettes, et pour le remercier de ses services toujours très utiles, elle le laisse se masturber en regardant ses pieds nus. Bien que celle-ci se retourne, ne voulant pas le voir faire. Glock puissance 1000. Décidément, ce Larys est le pire. Et la reine n'est pas en reste côté hypocrisie, notamment car elle le laisse faire et se sert de lui et de l'affection malsaine qu'il a pour elle. Et si Sir Criston avait vent de cela, il lui décollerait probablement la tête des épaules et verrait peut-être son opinion sur la reine changer. Pendant une longue nuit que tout le monde a passé à réfléchir, Sir Harryk vient délivrer Rhaenys et tente de lui faire quitter la ville pour sa sécurité. Mais prise par la foule, elle est séparée du chevalier et se retrouve avec ce qui semble être toute la population de Port-Réal dans le Grand Septuaire, qui est bien plus grand ici que celui qu'on voit dans Game of Thrones. La foule est réunie pour assister au couronnement d'Aegon par le Grand Septon, donc avec la bénédiction des 7 dieux. Alors que la main du roi annonce la mauvaise nouvelle au peuple et qu'il annonce également l'avènement d'Aegon, le peuple qui ne sait rien de tout ce qu'il se passe réellement se réjouit. Lui qui préfère un roi mâle, comme on avait déjà pu le voir lors de la balade nocturne de Rhaenyra. Et à nouveau la musique de Ramin Djawadi qui fait des merveilles dans cette séquence alors que le jeune roi s'avance vers sa famille pour être couronné. A noter que les princes sont en noir, couleur du deuil certes, mais également couleur de leur famille, Targaryen. Et Aegon, conquis par l'amour de son peuple, qui se prête enfin au jeu et brandit feu noir, l'épée de son ancêtre, Aegon Ier le Conquérant, en signe de victoire. Puis le final extraordinaire, que pouvait-il se passer de mieux? En effet, Rhaenys qui s'était éclipsé vers les sous-sols jaillit à travers le plancher du septuaire au dos de son dragon. Dragon qui est superbe, peut-être un de mes coups de cœur pour le moment en tout cas, avec sa couleur rouge orangé et ses épines gigantesques. Très belle créature, juste dommage qu'il y ait autant de poussière.
Et la foule qui tente de fuir le septuaire est bloquée par les manteaux d'or qui tentent de les emprisonner avec le dragon. Pourquoi? Même Otto tente de leur ordonner de rouvrir les portes. La princesse Rhaenys donc qui vient de causer un petit carnage dans la foule et pourrait surtout mettre fin à tout ça avec un simple mot. Dracarys bien sûr, éliminant le camp des Verts d'un seul coup. Pas étonnant qu'Alicent ait tenté de la garder de son côté quand on voit ce dragon. Mais elle n'en fait rien, probablement émue par la conversation qu'elle a eue avec Alicent plus tôt, et Alicent reste une mère qui protège ses enfants comme elle autrefois. Donc Rhaenys fait preuve de pitié et s'enfuit seulement de Port-Réal pour prévenir Daemon et Rhaenyra à Père-Dragon. Le prince et la princesse qui vont donc revenir en force dans le prochain épisode alors que le camp des Noirs va lui aussi devoir réunir ses forces et alliés pour récupérer ce qui lui appartient. Donc un épisode un peu plus court que la plupart des précédents, très politique, même proche d'un thriller à suspense, et qui nous montre comment les Verts s'emparent du pouvoir dans le dos de l'héritière légitime. Sitôt que le roi a expiré, les complots sont repartis de plus belle, à croire que l'épisode précédent n'a servi à rien, et surtout, on voit le respect pour le roi qu'avaient ses sujets les plus proches de lui. Vraiment hâte de voir le final de la saison, et même les saisons suivantes étant déjà conquis par cette série. La narration toujours aussi puissante qui, bien qu'elle fasse naturellement le lien entre les épisodes, on pourrait presque prendre chacun d'entre eux comme un film en soi. Chaque intrigue est élaborée puis décousue sous nos yeux à chaque épisode, et chacun se termine en nous laissant sur notre faim pour la suite. Je reviens également sur les mots récurrents d'Elaena Targaryen qui parle sans cesse de la bête dans l'ombre. Je suis parti du principe qu'il s'agissait de Mysaria étant donné que la jeune femme a tendance à parler par énigme. Mais peut-être que cette fois, elle parle vraiment d'une bête, probablement un dragon sauvage sans dragonnier qui serait tapi dans les cavernes de Père Dragon et qui pourrait changer l'équilibre des forces dans la guerre à venir. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode, plus qu'un avant la fin de la saison. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines, je vous prépare une petite surprise concernant House of the Dragon et sa concurrente directe. Laissez un petit pouce en partant et n'hésitez pas à partager la vidéo, cela aidera grandement la chaîne à avancer. A très vite sur Anakaland. Bye.